On arrive au moment du confinement. Les réseaux sociaux, il y a eu les médias qui nous ont tous dit on va être enfermés, donc il va falloir qu'on fasse attention à bouger plus. Et en même temps, comme vous allez bouger moins parce que vous allez être enfermés, il va falloir manger moins. Et ça a été catastrophique pour beaucoup de jeunes qui ont pris les deux messages qui étaient très contradictoires l'un avec l'autre en même temps et qui ont du coup déclenché des troubles des conduites alimentaires à ce moment-là. J'ai énormément de peine pour les personnes qui souffrent de ça. Je suis désolé si j'éprouve de la peine. Est-ce qu'aujourd'hui on a de la data qui nous montre que les réseaux sociaux déclenchent de l'anorexie? Quand tu es beaucoup sur les réseaux sociaux et que tu es beaucoup confronté aux images de corps minces, tu vas avoir plus tendance à te comparer et donc ça va augmenter ton insatisfaction corporelle. Tu sais que c'est l'une des rares fois où j'ai un expert en face de moi qui me dit « Non Greg, on peut pas essayer de se traiter seul là-dessus. » Ah non, on peut pas. Si je te demande, donne-moi les top 5 des astuces pour sortir de l'anorexie, tu me dis Greg, va te faire foutre, t'as pas compris ce que je voulais te dire. Hey, salut, c'est Major Mouvement, bienvenue dans ce nouvel épisode. Si j'avais pu voir cet épisode bien plus tôt dans ma pratique, il y a sûrement beaucoup de choses que j'aurais modifiées dans mes discours. Je me rends compte à la suite de cet échange avec le Dr Saoudi que malheureusement, il y a beaucoup de messages que vous pouvez voir passer sur les réseaux sociaux qui font plus de mal que de bien. J'aurais aimé faire en sorte que cet épisode ne soit jamais aussi pertinent. Malheureusement, c'est beaucoup trop le cas aujourd'hui, en 2024. Bienvenue dans un nouvel épisode de La Consulte. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir le psychiatre Hugo Saoudi qui va nous expliquer exactement ce qui se passe dans notre cerveau, dans nos estomacs, quand on souffre de troubles du comportement alimentaire. Salut Hugo, ça va? Ça va et toi? Ça va très bien, merci beaucoup de venir. Merci de ton invitation. C'est un grand plaisir. J'ai découvert ton travail sur les réseaux sociaux il y a 3 semaines. Je cherchais pour parler globalement de malnutrition, j'avais envie d'avoir un psychiatre parce que j'ai observé quelque chose dans ma pratique que je ne sais pas solutionner. J'ai observé des choses dans ma communication sur les réseaux sociaux en me disant Greg, est-ce que t'es pas en train de faire une énorme connerie? Je t'explique. Depuis le confinement, j'ai de plus en plus un nouveau profil de patient qui vient me voir en consultation. Des jeunes entre 16, 25, 30, 35 ans, 40, 45 qui viennent me voir pour des profils de tendinopathie, de douleurs articulaires suite à une pratique de sport. Mais quand tu grattes un petit peu, tu te rends compte qu'ils n'arrivent pas à baisser leur quantité de sport. Tu te rends compte qu'ils n'ont pas d'objectif réel dans leur pratique sportive. T'as parfois un peu l'impression que c'est des gens qui conduisent des Twingo sauf qu'ils sont sur un moteur de F1 et qui vont finir droit dans le mur. Et c'est presque mon instinct de soignant qui me dit chez ce patient-là, il va dans une direction qui me semble pas être la bonne. Et souvent, ce qui va popper au bout de la 3e, 4e séance, c'est que tu te rends compte qu'ils ont un objectif qu'ils ont dit à personne. Et là, ils fondent dans l'arme. Ils disent voilà, en fait, je te le dis à toi, ça fait 4 ans que je vomis après chaque repas. Et ça, quelque part, c'est dans le meilleur des cas, parce que la plupart du temps, ils vont plutôt dire non, mais je mange bien, hein, mais ils sont incapables d'aller plus loin. Est-ce que c'est vraiment une nouvelle tendance? Est-ce que les réseaux sociaux ont créé des TCA? Est-ce que des communications que j'ai pu faire pour les gens qui sont trop sédentaires et qui veulent développer leur masse musculaire ou perdre du poids a pu avoir un effet collatéral sur une population que je ne vois pas? J'ai fait appel à toi parce que je connais ta bienveillance et comme d'habitude aussi ta ressource littéraire. Alors ma question est simple, et si jamais vous vous retrouvez dans les profils que j'ai pu présenter, ou si vous retrouvez des proches dans les profils que j'ai pu présenter, est-ce qu'il y a une augmentation des TCA ces dernières années? Ce qu'on voit au niveau de l'épidémiologie des TCA, c'est qu'il y avait une tendance qui était relativement stable jusqu'à à peu près la crise sanitaire, et que depuis la crise sanitaire, on a eu une augmentation assez importante, à la fois du nombre de personnes qui venaient consulter, mais aussi de la gravité. Et ça, c'est un truc qu'on voit effectivement dans la littérature, qui montre en Australie, en Angleterre, un peu partout dans le monde, en France aussi, une augmentation à la fois de la pression hospitalière, mais aussi du nombre de consultations. Et c'est vrai que ce que tu décris, moi, c'est un truc que je vis aussi. J'ai la chance quelque part, parce que c'est un sujet que je trouve moi absolument passionnant, de travailler dans ce domaine-là depuis plusieurs années maintenant, puisque j'ai commencé ma pratique professionnelle en tant qu'interne dans un service de troubles des conduites alimentaires en novembre 2011. À l'époque, je travaillais à Lille et maintenant, je travaille donc dans une clinique de la Fondation Santé des étudiants de France où je reçois aussi des jeunes. Je suis arrivé à Paris en novembre 2020, donc vraiment en pleine crise sanitaire, au moment j'ai déménagé le jour du 2e confinement. J'ai remarqué un truc au début, c'est que ce qui était assez inhabituel pour moi, parce que j'essaie quand même de bien comprendre, bien écouter pour comprendre la singularité de la personne qui vient me voir en consultation. Et là, outre le fait que je traitais des adolescents au lieu de traiter des adultes, au début, quand j'ai commencé à faire des consultations, j'avais une sensation très bizarre de confondre tout le monde. Parce que tout le monde avait à peu près la même histoire. C'était l'histoire, sensiblement, que tu racontes. On arrive au moment du confinement, du premier confinement, mars 2020, et on a des jeunes
qui ont commencé à entendre en fait des messages assez contradictoires sur les réseaux sociaux, entre autres, mais pas que, puisqu'il y a eu les réseaux sociaux, il y a eu les médias qui nous ont tous dit on va être enfermés, donc il va falloir qu'on fasse attention à bouger plus, et donc il va falloir faire du sport pour ça, et en même temps, comme vous allez bouger moins parce que vous allez être enfermés, il va falloir manger moins. Et ça a été catastrophique pour beaucoup de jeunes, et de moins jeunes d'ailleurs, qui ont pris les deux messages qui étaient très contradictoires l'un avec l'autre en même temps, et qui ont du coup déclenché des troubles des conduites alimentaires à ce moment-là. Tu me parlais en off de trajectoire de vie, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens où en fonction de ce qu'il y a dans leur vie, on sait qu'ils vont avoir une trajectoire à développer des TCA. Alors, on parle de trajectoire de vulnérabilité en fait. Comme dans beaucoup de problématiques de santé, on va parler de facteurs de risque. La spécificité des troubles des conduites alimentaires, c'est qu'on va parler non seulement de facteurs de risque, mais aussi de facteurs déclenchants du trouble, et ensuite, une fois que le trouble est présent ou se développe, de facteurs d'entretien. La trajectoire de vulnérabilité, ça correspond sensiblement aux facteurs de risque. Les troubles des conduites alimentaires, c'est des maladies qui sont très anciennes. La première description de l'anorexie mentale, c'est Richard Morton en 1689. Donc c'est des maladies qu'on connaît relativement bien, qui ont été pas mal étudiées et pour lesquelles on considère qu'il y a des facteurs sociétaux. En fait, on associe assez facilement le fait d'être bien dans sa peau avec le fait d'être mince, d'avoir un corps tonique, ce qui n'est pas forcément vrai en réalité. Les réseaux sociaux pullulent de ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on a de la data qui nous montre que les réseaux sociaux déclenchent de l'anorexie, déclenchent des boulimies chez les jeunes générations? Non, on n'a pas de data sur le fait que les réseaux sociaux déclenchent de l'anorexie. En revanche, les données qu'on peut avoir, c'est quand tu es beaucoup sur les réseaux sociaux et que tu es beaucoup confronté à des images, et en particulier des images de corps minces, etc., tu vas avoir plus tendance à te comparer et donc ça va augmenter ton insatisfaction corporelle. Et cette insatisfaction corporelle, quand tu es déjà dans une certaine trajectoire de vulnérabilité, qui peuvent éventuellement induire ce qu'on appelle une internalisation de l'idéal de minceur, quand tu as vécu certaines choses, du harcèlement, une agression sexuelle, quand tu vis dans une famille dans laquelle les repas sont considérés comme quelque chose qui est opératoire. Il y a certaines familles dans lesquelles on va manger parce qu'il faut manger, mais pas manger en créant des relations sociales profondes, en créant des connexions. Et bien à ce moment-là, quand tu souffres du coup de cette trajectoire de vulnérabilité, en rencontrant de l'insatisfaction corporelle, tu peux éventuellement être amené à réduire ton alimentation, à augmenter ta pratique d'activité physique, tu peux éventuellement être amené à déclencher des troubles des conduites alimentaires, dont l'anorexie mentale. Pourquoi tu rajoutes le mot mental derrière? Parce que l'anorexie mentale, c'est le diagnostic, tel qu'on le trouve dans le DSM-5, qui est la Bible des psychiatres dans le cadre du diagnostic. L'anorexie, tout court, c'est un symptôme qui veut dire perte de la sensation de faim. C'est quelque chose que tu vas retrouver dans plein de pathologies différentes. Tu vas retrouver de l'anorexie dans le cancer, dans la dépression. Il y en a qui vont augmenter leur appétit, il y en a qui vont réduire leur appétit, mais l'anorexie, c'est le symptôme perte de la sensation de faim. L'anorexie mentale, c'est la maladie, le diagnostic qui consiste en une restriction alimentaire qui entraîne une perte de poids, avec, pour l'anorexie mentale typique, un poids qui va descendre en dessous de la norme d'IMC 17, associé à une perturbation dans la manière dont tu perçois ton corps, et une peur intense de reprendre du poids. De l'autre côté, la boulimie. La boulimie, c'est une autre pathologie, un autre trouble des conduites alimentaires qui consiste en la récurrence de crises de frénésie alimentaire dans lesquelles on va manger beaucoup plus que ce qu'on aurait prévu et en général des quantités très importantes de nourriture, plus de la quantité d'un repas en l'espace de moins de 2 heures, avec ce qu'on appelle des conduites de compensation. Quand je dis la répétition de ces crises, c'est au moins une fois par semaine pendant au moins 3 mois. Il y a quand même une notion de fréquence qui est assez importante de ces crises. Et derrière, ces crises, elles sont compensées soit par de la restriction, soit par la prise de laxatifs, de diurétiques, soit par du sport, soit par des vomissements. On n'est pas toujours boulimique avec volonté de rejet. On peut souffrir de crises de boulimie sans avoir ces conduites de compensation et à ce moment-là, on va parler encore d'un autre trouble qui est l'hyperphagie boulimique. L'hyperphagie boulimique, c'est sensiblement la même chose, mais il n'y a pas les conduites de compensation. Tout à l'heure, j'ai dit on est boulimique, tu m'as corrigé, on n'est pas boulimique, on souffre de crise de boulimie. On souffre de troubles des conduites alimentaires de manière générale. Il y a un vrai souci autour de l'identification à son trouble. Quand tu souffres d'anorexie mentale, tu as tendance à dire que tu es anorexique. Et nous, on travaille vraiment beaucoup sur le fait de séparer l'identité de la personne de l'identité de son trouble. Je sais ce que c'est l'anorexie mentale dans les bouquins, mais je sais pas comment toi tu arrives en consultation, comment est-ce que toi tu vas souffrir de cette anorexie mentale. Et c'est important pour moi de comprendre quelle est la présentation de ton trouble, mais surtout de comprendre qui tu es en dessous de ce trouble. Parce que c'est avec toi, avec qui tu es et avec tes compétences qu'on va pouvoir t'aider à lutter contre ces facteurs d'entretien dont je te parlais tout à l'heure, qui vont venir t'assaillir et qui vont venir te mettre en difficulté dans ta lutte
pour la guérison. Il y a eu de la recherche qui a été faite sur la question des facteurs de risque de développer des troubles des conduites alimentaires, sur justement ce qui pourrait définir cette trajectoire de vulnérabilité. Ce qui ressort de l'ensemble de la littérature, c'est 2 choses. La première de ces choses, c'est que, en fait, il y a relativement peu de littérature, parce que c'est un sujet qui est assez peu investigué, alors que c'est un vrai problème de santé publique. Il y a énormément de gens qui en souffrent, une pression hospitalière qui est très importante, il y a trop peu de lits par rapport au nombre de gens qui en souffrent. On parle d'environ 1 million de personnes en France. Énorme. Et quand on parle de difficultés de désordre alimentaire, quand on prend une définition un peu plus large, on parle de 15% des hommes et 20% des femmes qui, vie entière, vont développer des difficultés avec leur alimentation. C'est énorme. Et ça, c'est le sujet d'une publication française, c'est Galmiche et Al, c'est l'équipe de Rouen. Les facteurs de risque qui semblent être le plus suggestifs de pouvoir développer de cette trajectoire, de pouvoir développer un trouble des conduites alimentaires, c'est les agressions sexuelles qui sont très suggestives de derrière développer de la boulimie, et le harcèlement corporel, les propos qu'on va avoir autour du gras, ce qu'on appelle le fat talk en anglais, et qui va être un facteur de risque de développer tous les types de troubles. Il y en a d'autres, des facteurs de risque, qui sont un peu moins suggestifs. Un qu'on appelle l'internalisation de l'idéal de minceur. Imaginez que pour être en bonne santé, pour être bien, pour être beau, pour être riche, alors il faut que je sois mince. Ce qu'on voit en permanence sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Je suis désolé si je pointe du doigt sur les réseaux sociaux, mais est-ce qu'il n'y a pas un côté où la littérature aujourd'hui n'a pas encore suffisamment de recul pour voir l'impact de cette idéalisation? Bien sûr, je comprends bien, et je vais y revenir juste après. Je suis désolé si jamais ça me touche un peu, mais j'ai énormément de peine pour les personnes qui souffrent de ça. Je suis désolé si j'éprouve de la peine. En fait, c'est des victimes à triple égard, en fait. Ça a été des victimes probablement d'agressions sexuelles, ça a été des victimes de body shaming, de fat talk. Ils ou elles vont sur leurs réseaux sociaux et voient que leur idéal de corps n'est pas celui qu'on leur vend. Elles souffrent à 3 niveaux déjà sur des expositions à facteurs de risque sur lesquelles elles n'y peuvent rien. Et la 4e truc qui est dur, c'est que quand elles commencent à aller mal, il y a une stigmatisation, il y a un pointage, il y a un jugement qui est extrêmement dur en fait. Complètement. Il y a un manque de connaissance générale du grand public sur ces questions-là qui font que tu vas être stigmatisé. Mais en fait, d'une manière générale, ton corps il est stigmatisé tout le temps. Tout le temps. Quand tu es très dénutri, tu vas avoir à la fois de la stigmatisation par rapport au fait que les gens comprennent pas. Donc ils se disent, bah, c'est quoi le problème? C'est une question de volonté. C'est ça, c'est une question de volonté. Il suffit de manger. T'es dénutri, bah mange. Il n'y a pas de problème. C'est évidemment beaucoup plus compliqué que ça. Je te reprends juste sur le fait que tu disais, elles sont victimes d'agressions sexuelles. C'est pas un passage obligé, oui, bien sûr, heureusement. Oui. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on va retrouver relativement régulièrement dans les antécédents des personnes qui en souffrent. Quels sont ces signes qu'on pourrait juger comme source d'alerte? Ce qui va devoir être inquiétant, c'est pas forcément que la personne ait des préoccupations corporelles. Ça, c'est un truc qu'on a à peu près tous. On a tous des complexes et c'est normal. On a tous des trucs qui vont pas et des trucs qu'on aime bien. Voilà. Et ça, c'est normal. Ce qui va en revanche devenir problématique, c'est quand la personne va commencer à avoir des comportements qui vont être inadaptés sur le plan de la santé, hein. Une restriction de l'alimentation qui va être très importante, des comportements inadaptés avec une pratique d'activité physique qui va être très importante et qui va entraîner des problèmes, des tendinopathies dont tu parlais tout à l'heure, des fractures de fatigue, et des gens qui vont continuer à faire du sport malgré ces choses-là, et qui vont en fait, malgré cet idéal de santé qui est parfois présenté, il n'y a d'ailleurs pas que l'idéal de santé qui peut être présenté, il y a aussi parfois des idéaux qui peuvent paraître très nobles, comme la souffrance animale, et donc du coup les gens vont réduire leur alimentation en enlevant les produits carnés, le végétarisme pour la planète, c'est très bien, et les gens vont enlever leurs produits carnés, sauf que quand tu veux faire ça, et que si tu veux pas que ce soit inquiétant, bah, tu vas devoir compenser ce que tu n'as plus par le biais de l'alimentation animale. Bah, il faut que tu aies le même type d'apport avec l'alimentation végétale. Et c'est là que le développement d'un trouble des conduites alimentaires, ça va pas raisonner, tu vas plus raisonner en compensation, mais tu vas raisonner en retrait. Et en fait, plus tu vas avoir des retraits comme ça, plus tu vas quelque part venir valider le fait qu'il y a certains aliments qui sont bons et d'autres qui sont pas bons. Et ça, c'est un problème qu'on a pas mal autour des messages de santé publique. Le fait d'informer, c'est rarement suffisant. Informer, ça ne te permet pas forcément de changer ton comportement. Tu vas changer ton comportement quand tu vas comprendre que changer ton comportement, ça va t'apporter quelque chose de positif. Le fait de savoir que fumer tue n'empêche pas les gens de fumer. Quand tu changes les imaginaires, tu vas pouvoir avoir accès à des changements de comportement. Mais c'est important, pas seulement d'informer, mais que les gens intègrent, incarnent, s'approprient ces changements potentiels. Cette formation et ces changements potentiels. C'est ça. Puis tu vas avoir plus d'angoisse quand tu fais pas ton activité physique, parce qu'on sait que c'est aussi très récompensant au niveau cérébral, hein, l'activité physique. Il y a des gens qui deviennent addicts au sport. L'addiction au sport qui n'est pas la bigorexie, contrairement à ce qu'on entend beaucoup dans les médias. Hein. La bigorexie, c'est vraiment une forme très particulière de dysmorphie musculaire, où les gens ont tendance à se voir plus minces
que ce qu'ils sont en réalité et cherchent à prendre de la masse. Je prends juste 2 minutes de votre temps en plein milieu de cette vidéo pour vous demander, si jamais ce n'est pas déjà le cas, de prendre le temps de vous abonner et de liker cette vidéo. Le soutien pour moi est hyper important. Plus vous êtes nombreux à soutenir la vidéo et plus je pourrai avoir des invités de qualité. Merci beaucoup, je vous reprends tout de suite. Et donc pour revenir sur des conseils pratico-pratiques, quand tu as quelqu'un comme ça dans ta famille, dans ton entourage qui commence à développer des symptômes, d'abord la première chose, c'est d'être à l'écoute et d'accepter ce que la personne t'amène. La personne, comme tu le disais tout à l'heure, hein, et puis on voit que tu éprouves aussi beaucoup de peine par rapport à ça, en fait cette personne c'est quelqu'un qui est en souffrance. Et on ne pourra pas l'aider si jamais on commence à la juger. Puis ensuite, on peut orienter les gens vers des professionnels de santé. Parce qu'il y a des professionnels de santé formés. Alors attention, tous les professionnels de santé, tous les diététiciens par exemple, pas viser une catégorie professionnelle particulière, c'est valable aussi pour les psychiatres ou pour les médecins généralistes, Pour les kinés. pour les kinés, ne sont pas spécialisés dans ces problématiques-là. On a un gros manque de formation autour des professionnels de santé pour ces problématiques-là. On peut donc orienter les gens vers des professionnels de santé qualifiés, spécialisés dans les troubles des conduites alimentaires. Il y a entre autres un annuaire des centres de soins qui est publié par la Fédération française d'anorexie-boulimie, qui recense en fait tous les centres de soins spécialisés dans les troubles des conduites alimentaires. Je me mets tout de suite dans la peau de quelqu'un qui a peur. Peur d'être jugé, parce qu'elle a déjà eu des expériences jugeantes, par des pros de santé ou par des non-pros de santé. Ouais. Quelqu'un qui a peur d'être médicalisé, parce que quelque part, médicaliser ce trouble-là, c'est admettre qu'il existe et qu'il a pris trop de place et qu'on ne peut pas le gérer seul. Tu me corriges si je me trompe, mais notamment dans l'anorexie mentale, il y a aussi beaucoup de volonté de contrôle. Oui, tout à fait. Et donc dans cette volonté de contrôle, c'est une forme de lâcher prise, de confier la responsabilité de sa propre santé à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à quelqu'un qui est dans cette phase-là? Au moment où la personne est dans sa phase de volonté de contrôle extrêmement importante, c'est très compliqué. Ça peut toujours être intéressant de faire consulter des professionnels aux gens, y compris qui n'ont pas forcément conscience de leurs troubles. Parce que parfois, par le biais de certaines interventions, par le biais de certaines questions, des questions toutes simples, on peut être amené à faire en sorte que la personne se pose des questions. J'ai un exemple. J'ai rencontré une fois une jeune qui est venue en consultation et qui me disait, moi c'est mes amis qui s'inquiètent, c'est ma famille qui s'inquiète, mais bon, moi je pense que j'ai pas de problème quelque part, mon souci c'est juste que, enfin c'est pas un souci d'ailleurs, mais c'est que j'ai pas envie de manger. Manque de peau, moi je suis quelqu'un d'assez gourmand, j'ai toujours un petit quelque chose à manger dans mon bureau. Et donc j'ai sorti, c'est un petit marbré que j'avais dans mon bureau, et je lui ai dit, ok, si vous avez pas envie, je voudrais que vous puissiez me montrer que en fait c'est vraiment juste un problème d'envie et pas un problème du fait que vous n'y arrivez pas. Et je lui ai donné le marbre. Elle m'a dit non, j'ai pas envie. Je dis je sais. J'ai bien compris que vous n'aviez pas envie. Je veux pas que vous me montriez si vous avez envie ou pas, je veux vous montrer si vous en êtes capable. Et elle n'en a pas été capable. Juste une petite question comme ça, une petite phrase, mais qui lui a permis de se questionner autour de son vrai rapport à l'alimentation et de revenir quelques semaines après en me disant « Ouais, j'ai réfléchi à ce que vous m'avez dit, j'ai réfléchi à ce qu'on a fait, en fait c'est vrai que je pense que j'ai un souci. » Évidemment que ça fait peur. Et comme ça fait peur, on va avoir tendance à aller voir des gens qui vont peut-être nous faire un peu moins peur, peut-être des naturopathes, des coachs sportifs, des kinés, des gens qui vont pas adresser le problème directement. Sauf que ces gens-là, ils ont tendance à pas bien diagnostiquer le trouble. Il y a un article hyper intéressant qui teste les connaissances de psychologues, naturopathes et coachs de fitness et qui montre que 4 fois sur 10, les psychos ratent le diagnostic. 4 fois sur 10. 8 ou 9 fois sur 10, les naturopathes et les coachs sportifs ratent le diagnostic et pensent que c'est un problème d'estime de soi. Qui n'est finalement que un élément de la trajectoire que tu nous as cité. Tout à fait. Les symptômes que je retrouve parfois chez ces patients qui sont pour moi des signes d'alerte, c'est l'IMC. Oui. Une dévalorisation extrêmement dure du corps. Ouais. Je me trouve dégueulasse. De toute façon, cette partie-là de mon corps me dégoûte. Alors que moi, je vois des corps toute la journée. Il n'y a rien qui est d'origine dégueulasse là-dedans. Après, je suis biaisé parce que même moi, un moignon, je trouve ça joli. Mais j'ai passé pour un gros fétichiste. Parce que je veux dire... Le corps, je le trouve beau. L'absence de règles, ouais. L'absence de libido, ouais. Ou à l'inverse, une libido qui est complètement exacerbée. Des troubles érectiles chez les mecs, des douleurs articulaires dans tous les sens, mais une incapacité de réduire le volume sportif. La peur de la blessure. Mais quand je te parle, c'est pas pour la peur d'une entorse, c'est la peur de l'arrêt du sport. Parce qu'ils savent déjà qu'ils vont avoir une chute de toutes les hormones du bien-être sécrétées par le sport et de la fatigue. Et ça, c'est pour moi des signes d'alerte. Il y en a d'autres. Déjà, peut-être à nuancer un petit peu parmi les signes d'alerte que tu dis là, parce que ça doit être des signes d'alerte, mais un IMC normal, par exemple, ne veut pas dire que tu ne souffres pas de troubles des conduites alimentaires. Ça veut même pas dire que tu souffres pas d'anorexie mentale. Ce sera juste une anorexie mentale atypique. Si jamais tu pars d'un IMC qui est assez haut, mettons si on prend les normes, tu sais, les normes de population, entre 18 et 25. Si tu pars de 24 et que tu es à 19, en fait, tu es déjà très dénutri, mais pourtant tu es dans la norme. Le rapport à l'alimentation, ça reste un truc qui est aussi très évocateur, comme je disais tout à l'heure, le fait de ne pas réussir à manger certains trucs, le fait de catégoriser des aliments comme étant très néfastes, ça peut être considéré comme un problème, le fait d'angoisser quand tu manges quelque chose, ça peut être considéré comme étant un problème. Par exemple, tu vas diaboliser un burger,
Et quand tu vas le bouffer, tu vas te dire putain, je suis en train de m'empoisonner ou je suis en train de me faire du mal là-dessus. Ça, c'est un truc un petit peu connexe, c'est un truc qu'on appelle l'orthorexie, le fait d'avoir la recherche d'une alimentation extrêmement saine. Alors qu'en fait, l'alimentation saine, c'est quoi? C'est une alimentation équilibrée. Je prends souvent l'image pour représenter ce que c'est l'équilibre, je prends souvent l'image du funambule. T'as déjà vu un funambule? T'as déjà vu quelqu'un marcher sur une slackline? C'est quelqu'un qui est pas strictement droit. S'il est strictement droit, il se casse la gueule. L'équilibre, il est fait comme ça. Tu vas en fait garder un rapport sain à l'alimentation, un rapport stable avec du plaisir, avec des moments où tu vas manger un peu plus, des moments où tu vas manger un peu moins, parce que ton corps te le réclame en fait. Si tu manges plus à un moment donné, c'est pour ça qu'on fait tout un tas de messages de prévention autour des fêtes. C'est pas grave de manger plus pendant les fêtes, parce que derrière, ton corps, il va te dire, là, j'ai un peu trop mangé, et t'as pas besoin de manger autant, et c'est cool. Concrètement, quel message t'aimerais faire passer à des gens qui sont pas allés consulter et qui se retrouvent dans les signes, dans les symptômes qu'on a évoqués? Allez consulter. Si vous avez trop peur d'aller consulter, il y a d'autres types de solutions qui existent. On peut aller dans des associations de patients. Il y en a un petit peu partout en France pour prendre des renseignements, pour essayer de voir un peu comment est-ce qu'on peut être compris. Il y a une ligne téléphonique d'écoute qui est disponible, qui est gratuite maintenant, qui est ouverte le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi de 16h à 18h, qui est anonyme et gratuite. Mais sinon, d'une manière générale, j'aime bien Maître Yoda et j'aime bien le citer quand il dit n'essaie pas, fais ou ne fais pas. Très bien, je vais essayer. Non, n'essaie pas. Fais-le ou ne le fais pas. Mais il n'y a pas d'essai. Il faut consulter. Parce que la souffrance, elle est là, elle est réelle. Même si on a l'impression qu'elle n'est pas légitime, elle est là. Et c'est cette souffrance qu'il faut adresser. Tu sais que c'est l'une des rares fois où j'ai un expert en face de moi qui me dit non, Greg, on peut pas essayer de se traiter seul là-dessus. Ah non, on peut pas. Ça marche rarement parce que justement, quand on est tout seul, on a une vision biaisée parce qu'on a une vision personnelle, subjective de sa propre trajectoire de vulnérabilité. Et c'est compliqué de réussir à sortir de sa propre vision de ce qu'on vit. Alors que parfois, c'est justement en faisant un pas de côté qu'on peut être amené à soigner les gens. Si je te demande, donne-moi les top 5 des astuces pour sortir de l'anorexie, tu me dis Greg, va te faire foutre, t'as pas compris ce que je voulais te dire. Je te dis à peu près un truc comme ça. Il n'y a pas de top 5 parce que chaque personne est différente, sa propre problématique, a ses propres compétences. Je rebondis un peu sur la peine que tu exprimais tout à l'heure parce que bien sûr qu'on peut ressentir de la peine par rapport à cette souffrance, mais tu peux pas savoir à quel point il y a de la force dans mes consultes. Tu peux pas savoir à quel point, au-delà de la blessure, moi je vois des gens qui ont une capacité de résilience incroyable, qui résistent à des trucs que la vie leur envoie qui sont extrêmement durs, à une incapacité à s'arrêter de faire du sport. J'en ai qui me disent qu'elles se sentent esclaves de leur pratique de l'activité physique. J'en ai qui me disent qu'elles se sentent dégueulasses quand elles mangent de manière complètement excessive. Pourtant, elles viennent. Je dis elles, c'est une formation professionnelle, mais ces personnes viennent, continuent de venir en consultation, continuent d'adresser justement cette souffrance, et on la regarde droit dans les yeux, cette souffrance. Et avec leurs compétences, on leur dit, je souffre, mais je sais que je peux m'en sortir. Et ça, c'est fondamental. Il n'y a pas de top 5. Il n'y aura jamais de top 5. Parce que chaque personne est différente. Ça me touche ce que tu me dis. J'ai vu tellement de patients face à cette propre souffrance. Je me suis, moi, jugé avec mon incapacité à les aider. Mais je me dis, en fait, le mieux que je peux faire à ce moment en tant que kiné, le mieux que vous pouvez faire en tant que père, en tant que frère, en tant que cousin, c'est de les informer, leur donner le numéro de téléphone de professionnels pour les aider. Quelque part, si je me trompe pas, si jamais je compare cette maladie à un incendie, c'est pas l'électricien que tu vas appeler, c'est pas le boulanger, il aura beau venir avec toute sa bonne volonté. En fait, c'est les pompiers qu'il faut appeler. C'est ça. Vous êtes formés. Et c'est votre job d'être spécialisé là-dedans, pouvoir accompagner les gens. Et parfois, c'est dur. Et ça, moi, je le dis pendant la première consultation. Je dis aux gens, des fois, on va s'engueuler, et c'est pas grave. Parce que, justement, je vais vous dire des trucs qui vont pas vous plaire. Si je vais vous dire des trucs qui vont pas plaire à votre trouble, je vais vous dire des trucs qui vont vous mettre en difficulté parce qu'on va venir taper droit dans l'angoisse, parce qu'on va venir taper droit dans la colère, parce qu'on va venir taper droit dans quelque chose qui est compliqué pour vous. Mais on va l'adresser ensemble parce que je sais que vous en êtes capable. Tu dois avoir des histoires de vie incroyables en face de toi, non? Ouais. C'est pour ça que j'adore ce boulot. Qu'est-ce que tu mets dans ta soupe de traitement? Alors, plus que de la soupe déjà. Globalement, il y a certaines choses qui vont être à peu près les mêmes pour tout le monde, et puis il y a des choses qu'on va devoir individualiser. Je compare souvent ça au prêt-à-porter au sur-mesure. Globalement, moi, quand j'ai des patients qui viennent en consultation, quand j'ai des patients qui viennent en hôpital de jour, je leur dis, au début, on va vous proposer du prêt-à-porter. Vous allez rencontrer tout le monde et on va faire le bilan. Vous allez faire des groupes de parole, un bilan diététique, vous allez faire un bilan psycho, vous allez faire un bilan avec la psychomote, vous allez faire un bilan avec le psychiatre, et on va tout revoir ensemble, et ensuite, on va vraiment adapter en fonction de votre problématique propre pour créer du sur-mesure. Pour l'anorexie mentale, la psychothérapie de référence, c'est la psychothérapie familiale, en particulier à l'adolescence. Ce qu'on va proposer pour la boulimie, c'est plutôt quelque chose de l'ordre de la thérapie cognitivo-comportementale. Pour l'hyperphagie,
également. Il y a des choses qui sont testées aujourd'hui. J'étais au Congrès européen sur les troubles des conduites alimentaires cette année, et en Allemagne, ils sont en train de tester une application mobile qui permet justement de venir traquer un peu les crises, de venir exprimer son ressenti, et ça vient en complément de cette thérapie, et ça semble être assez efficace. Et puis après, quand tu souffres d'une problématique type un état de stress post-traumatique, eh bien, il va falloir te proposer une prise en charge spécifique de cet état de stress post-traumatique, quelque chose comme de l'EMDR par exemple. Quand tu souffres d'une problématique autour de l'estime de soi, il va falloir t'apporter à la fois une psychothérapie de soutien, mais aussi un travail autour de cette estime de soi. Est-ce qu'il y a des gros dons à faire? Ouais, il y a des gros dons à faire. Parlez pas du corps des gens. La plupart du temps, quand on parle du corps des gens, on va les stigmatiser, et ça, c'est un vrai problème. Les messages de santé publique autour de l'obésité, ils sont très souvent vécus comme très stigmatisants, et du coup, ils peuvent éventuellement induire des problématiques alimentaires, des conduites de restriction, et donc des troubles des conduites alimentaires. Faites pas de régime. Ou si vous voulez faire un régime, posez-vous plusieurs questions. 1. Est-ce que c'est un professionnel de santé qui me l'a conseillé? Et si oui, pourquoi? Parce que si un professionnel de santé me l'a conseillé parce que j'ai 9 ans, que je commence à faire ma puberté, et que du coup j'ai une répartition des graisses qui commence à être un peu différente, et que le professionnel de santé il me dit dis donc ma grande, il faut que tu fasses attention avec les garçons, c'est pas une bonne raison. On s'en fout en fait. Ce qui est important, c'est la santé, t'es professionnel de santé. Et si jamais vous avez besoin de perdre du poids parce que justement un professionnel de santé vous a dit bon là il y a tel problème de santé, et pour ça le traitement c'est au moins en partie une perte de poids. Alors ok, on y va, et on y va accompagné. Si vous voulez plaire à quelqu'un, faites pas un régime pour ça. Vous avez vraiment envie que les gens ils vous traitent par rapport à ce à quoi vous ressemblez plutôt que par rapport à la personne que vous êtes. Il y a un rapport de l'ANSES qui date de 2010 qui montre tous les impacts que les régimes amaigrissants peuvent avoir tant sur le plan physique que sur le plan psychique. Il y en a plein de problèmes de santé qui peuvent être induits par les régimes amaigrissants. Et tu m'avais dit aussi que dans 80% des cas, les gens reprennent derrière. Alors en plus, c'est un des éléments que montre ce rapport, c'est ce qu'on appelle l'effet yo-yo, avec une perte de poids qui va fonctionner, hein, attention, ça marche en général les régimes amaigrissants. Tu te mets en déficit calorique, tu perds du poids, il n'y a pas de problème. Mais par contre, si tu le fais de manière inadaptée, si tu le fais sans modifier tes habitudes de vie et sans modifier ton comportement global et sans être accompagné pour que ce soit un comportement global de santé, alors 80% des personnes au bout d'un an reprennent du poids et ça augmente avec le temps. Quelqu'un dont il estime que son problème c'est son poids. Il trouve qu'il n'arrive pas à monter les escaliers comme il l'entend, il trouve qu'il n'arrive pas à jouer avec ses enfants comme il le souhaite, ses déplacements sont compliqués, son médecin lui conseille de perdre du poids. Ok, il y a une volonté de perdre de poids. Là, pour le coup, il y a des vrais problèmes en lien avec ça. Le fait de ne pas pouvoir monter ton escalier de manière normale, alors que tu as un escalier à la maison, c'est un problème. Le fait de ne pas pouvoir jouer avec tes enfants parce que tu es essoufflé hyper rapidement et que c'est lié à ton poids, et non pas à la BPCO que tu as eu pour une autre raison, pendant 25 ans. Là, pourquoi pas? Effectivement, mais on le fait de manière adaptée, avec des professionnels formés. On ne fait pas que modifier son alimentation, on modifie son mode de vie pour qu'il soit compatible avec une vie épanouissante. Pour être bien sûr de comprendre, Hugo, tu es en train de me dire que qui que ce soit qui devrait perdre du poids, que ce soit de 5 kilos à quelqu'un qui est en situation d'obésité morbide, doit se faire accompagner? Oui, parce qu'il faut le faire de manière adaptée. Si c'est nécessaire de perdre du poids, alors il faut le faire de manière adaptée. Il faut être accompagné par un diététicien qui va pouvoir t'aider à avoir des apports qui correspondent à tes besoins. Être accompagné éventuellement par un médecin généraliste qui va pouvoir surveiller l'apparition de certains symptômes qui, pour le coup, peuvent être liés à la perte de poids. Que tu puisses avoir une alimentation qui soit cohérente, qui soit pas restrictive. Si on ne se fait pas accompagner, diététicien formé en TCA si on souffre d'un TCA, parce que c'est le cas fréquemment, quand on souffre d'obésité, il y a une surreprésentation des personnes qui souffrent d'hyperphagie boulimique. Si tu n'adresses pas cette problématique d'hyperphagie boulimique, en fait, tu vas pas réussir à te soigner. Modifier votre alimentation et bouger plus, ça suffit pas pour toi? Le fait de le dire, en soi, c'est bien, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce qu'on ne dit pas comment et qu'on n'a pas d'éducation nutritionnelle, on a un peu d'éducation à l'activité physique, on a de l'EPS, mais on n'a pas d'éducation sur ce qui est bon pour nous. On nous apprend à faire tel truc, à être noté pour tel truc. On nous apprend pas que c'est bon pour nous. En vrai, ce qu'il faudrait, c'est aller dans les écoles et faire apprendre aux enfants qu'est-ce que c'est qu'une alimentation équilibrée, qu'une alimentation normale, et quel est l'impact du plaisir dans l'alimentation. Ok Hugo, donc si je dois résumer, le sujet est plus complexe qu'il n'en a l'air. Plus complexe que juste manger, bouger. Que si jamais les gens souffrent ou ont une suspicion de troubles du comportement alimentaire, allez consulter. Les liens sont dans la description, le numéro s'affiche là. C'est une problématique que tu conseilles de ne pas chercher à gérer seul. Nous, dans nos messages de santé publique, on devrait peut-être être plus nuancé pour inclure ces personnes-là, parce qu'on peut, quelque part, être une des pierres sur leur trajectoire de vulnérabilité. C'est ça. Hugo, merci beaucoup. Je te cache pas que tu m'as quand même bousculé dans mes idées reçues. Je pense que je ferai preuve d'un peu plus de mesure dans certains de mes discours. Bon, je peux pas me tromper sur l'acceptation du corps. Là, c'est bon, je peux y aller. Ah, ça va, tu peux y aller. Hugo, on peut te retrouver sur tes réseaux sociaux.
Ouais. évidemment. Si jamais vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder cette vidéo avec Jérémy de Monde Banane et puis cette vidéo sur la crise de boulimie que tu as pu produire sur ta chaîne YouTube. Merci beaucoup. Ciao.